Bonjour, nous allons pour la prochaine table ronde appeler Nicolas Imbert, donc le directeur de Green Cross, Catherine Leboul-Proust, directeur de la stratégie GRDF, et Stéphane Stoll, DG Énergie et Industrie chez Bouygues. Le sujet est le nouveau paradigme éco-énergétique du 21e siècle. Myriam, je suis désolé de t'avouer que le mot paradigme et le mot changer de paradigme m'agacent depuis des années. Parce qu'en fait, il est sûr qu'il faut s'adapter au monde qui le change. Mais si on reprend... il y a différentes formes pour le changement de paradigme. Il y a celui qui est idéologique, qui dit bon, bah, de toute façon, c'est l'éolien et le photovoltaïque. Bien entendu, plus de charbon, ça c'est assez normal, plus de pétrole, plus de gaz, pas de nucléaire et pas d'incinération d'ordures ménagères. Alors, que ça soit faisable ou pas, personne, ça n'intéresse personne. Par contre, on parle beaucoup de ce changement de paradigme. Le second est plus, à mon avis, est plus terrible, et la table ronde précédente en a beaucoup parlé. C'est le fait que l'Europe, mais il n'y a pas que l'Europe, se donne des engagements de diminution, en sachant bien, Michel nous l'a dit, qu'en fait, c'est les pays qui restent à la barre, donc ils se donnent des engagements, et ces engagements finissent, bien entendu, devant les tribunaux, car... c'est vrai, juridiquement, on peut accuser quelqu'un de ne pas avoir appliqué le droit, mais en fait, si ce n'est pas possible, ça sert à quoi? Il est évident que Shell ne va pas diminuer de façon considérable la pollution, et donc voilà, donc c'est à la fois on fait prendre des jurisprudences de droit sur des sujets qui sont inapplicables. Donc il nous a changé important. Il nous a semblé important de demander à des personnes dont la mission dans leurs entreprises est de réfléchir à l'avenir et ce qu'ils peuvent faire, donc de nous expliquer comment elles voient les choses. Et nous allons commencer par Catherine. Bonjour à toutes et à tous. Alors je vous avoue aussi que quand j'ai lu la question sur le mot paradigme, pendant les vacances, j'ai sauté sur mon Larousse et pour voir de quoi on parle et quelle était la question posée. Alors sur le mot paradigme, et je vais faire vite parce que je sais que les ventres sont affamés et que le temps est court. Alors moi j'ai trouvé cet été sur le mot paradigme qu'en philosophie, le paradigme désigne une procédure méthodologique constituant un modèle de pensée, un modèle de référence. Et donc, ce que je vous propose, c'est de façon tout à fait humble, et par rapport à ma fonction de directrice de la stratégie de GRDF, qui est une entreprise qui distribue du gaz naturel, donc une énergie fossile, une entreprise qui a fait le parti de changer complètement son business model, d'aller vers des réductions de consommation, de passer du fossile vers des énergies et des gaz de plus en plus décarbonés, comme le biométhane, l'hydrogène, la pyrogazéification, de vous dire, en tant que directrice de la stratégie, depuis 5 ans, je suis l'élaboration de politiques publiques et de vous faire part de ce qui me semblerait utile de changer dans le paradigme, c'est-à-dire dans la façon de faire évoluer nos procédures et modes de pensée pour aborder les enjeux éco-énergie. Voilà. Alors, très rapidement, ce que je voulais faire, c'est aussi commencer par un constat
un constat sur le fait qu'il y a, même si quand on parle du mot d'énergie, on est sur un enjeu de première ligne sociétale, énergie qui renvoie au développement, qui renvoie à des crises, qui renvoie à des guerres, qui renvoie à beaucoup de sujets. Moi, sur ce sujet-là, depuis 5 ans, je constate quand même qu'il y a des avancées, des constats qui sont relativement partagés. Les 3 constats que je voulais partager avec vous, c'est qu'il nous semble, et les débats l'ont montré ce matin, que les causes sont entendues. On parle aujourd'hui de 4 enjeux majeurs qui s'accentuent certes dramatiquement, mais qui sont bien posés. Il y a l'enjeu climat, il y a l'enjeu d'autonomie, de souveraineté, il y a l'enjeu de résilience, il y a l'enjeu d'accessibilité, d'acceptabilité, notamment de prix et d'acceptabilité des installations. Et les crises récentes, les guerres, en accélèrent aujourd'hui la prise de conscience et montrent aussi l'extrême complexité des chaînes de valeur, qui est quelque chose qu'on ne touchait pas forcément du doigt de façon très visible en tant que citoyen, et nos dépendances. Le deuxième constat, qui est partagé, je pense, collectivement, c'est que l'urgence ne fait pas débat. Elle est là, elle est acceptée, elle est posée intellectuellement, tout le monde se dit il faut agir. Et en même temps, on est dans une situation où il faut arriver à concilier des réponses de court terme. On le voit là aujourd'hui, tout le monde le voit avec les questions sur le passage de l'hiver, avec des orientations de long terme. C'est toutes les questions sur quel avenir, quelles orientations sur les stratégies politiques pour l'énergie demain. Le troisième constat, et qui est partagé, c'est l'objectif de neutralité C, alors qui est souvent malheureusement réduite à carbone, dont on a bien compris avec M. de Pertuis qu'il s'agissait vraiment de neutralité climatique, mais qui fait aujourd'hui consensus avec les 3D associés, c'est-à-dire décroissance des consommations, qui ne veut pas forcément dire décroissance de l'économie, décarbonation, décentralisation. Et pour moi, tout ça, c'est un socle aujourd'hui qui me semble relativement installé collectivement. Pour moi, la question, et je reviens à la question sur le paradigme, là où il faut changer, à mon avis, là où le paradigme doit changer, c'est sur comment on fait pour passer à l'acte. C'est sur la mise en œuvre. On voit qu'aujourd'hui, il y a des avancées, mais on patine, on piétine, ça ne va pas assez vite. Comment faire pour aller plus loin? Alors moi, je vais vous livrer 5 évolutions que je vois, qui sont des évolutions mais liées à ma fonction depuis 5 ans sur ce sujet-là. Alors les 5 évolutions, c'est déjà un nouveau paradigme qui doit être un paradigme plus politique. Je suis l'évolution, comme de nombreux acteurs, de la construction des politiques et des stratégies énergétiques en France, ce qu'on appelle la SNBC, etc. On constate des exercices très compliqués, technocratiques, et qui souffrent, de mon point de vue, d'un manque d'approche politique. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une question d'énergie, ce n'est pas qu'une question d'écologie, tout est une question, c'est une question de comment se déplacer, comment bouger, comment s'alimenter, comment se chauffer, comment se loger. C'est une question d'aménagement de territoire, et ces sujets-là sociétaux ne sont en général très peu posés dans les exercices de stratégie énergétique. On a vu, là, vous l'avez lu sûrement il y a quelques mois, des exercices de prospective qui ont été émis. Alors, ils viennent souvent d'énergéticiens, RTE, parfois d'associations, Négawatt, etc. Il y a un acteur comme l'ADEME qui a sorti pour la première fois, il me semble, des visions prospectives plus sociétales, qui embarquent des options de société, des visions politiques, mais c'est très rarement posé. Et je pense que ça, c'est aussi une clé de résolution pour éviter d'avoir des approches silotées, secteur par secteur, ou des approches trop technologiques, le nucléaire versus, etc., etc., etc. Donc, premièrement, un paradigme plus politique d'entrée. Deuxièmement, il me semble qu'il faut qu'on ait un paradigme plus ouvert en termes de prospective. Parce qu'aujourd'hui, dans les exercices que l'on partage entre acteurs économiques et sous la houlette des pouvoirs publics, ce sont des exercices de stratégie nationale bas carbone, stratégie française énergie-climat, qui reposent en général sur un scénario. Or, on a vu que l'enjeu demain, c'est d'être agile. L'enjeu demain, c'est de pouvoir s'adapter à de nouvelles situations. Et on voit aussi que les chemins, il n'y a pas un seul chemin pour arriver à la neutralité climatique. Il peut y avoir plusieurs options, et qu'il est important aussi de pouvoir anticiper, se préparer, explorer différentes options. Donc moi, ma recommandation,
et serait effectivement d'avoir des approches prospectives beaucoup plus ouvertes sur des chemins différents et de pouvoir les évaluer. La troisième recommandation sur le nouveau paradigme serait effectivement d'avoir des approches beaucoup plus scientifiques, beaucoup plus d'exigence sur la mesure de l'ensemble des chaînes de valeur et des conséquences. Je prends un parti pris. Je trouve on a souvent des biais cognitifs alors, qui sont liés à la culture, qui sont liés à la sociologie, qui sont liés à beaucoup de choses, où on part sur des partis pris. Là, c'est pour le nucléaire, là, c'est pour autre chose. Là, je ne prends pas parti, hein, mais je dis qu'il faut pouvoir poser les choses. À titre d'exemple, moi, les options, on voit, mais c'est basique, c'est mesuré, c'est factuel. Parfois, des options qui paraissent bien sur le papier, de dire il faut pousser l'électricité dans le chauffage par rapport à des contextes particuliers ont des effets boomerang extrêmement négatifs. Aujourd'hui, en France, si on pousse l'électrification du chauffage, on va pousser une consommation double de gaz naturel parce qu'il n'y a pas de moyens de production pour l'instant aujourd'hui à la hauteur en électricité pour répondre à la pointe, et on sollicite la production d'électricité à partir de gaz qui amène pour des besoins et des usages donnés à un double de consommation. Donc voilà, à recourir davantage à l'exigence scientifique, à la mesure sur des approches complètes. Quatrième évolution sur le pragmatique, et plus pragmatique et concret, hein, je pense que la notion de transition est souvent écrasée. On réfléchit, c'est difficile de voir des bonnes étapes. On voit des cibles, on se dit, voilà, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela à 2050, il faudrait que le monde soit comme ça à 2050. Donc, on le fait tout de suite. Et en fait, le faire tout de suite, ce n'est pas forcément ça qui aboutit au bon chemin. Donc, avoir des approches par étapes, beaucoup plus segmentées, des investissements pluriannuels, comme le vice-président de région le rappelait, et puis accompagner, engager, se méfier des approches unilatérales, centralisées. On est dans un pays où on aime beaucoup les grands programmes, les figures très centralisées. En tant qu'opérateur à GRDF, on est très en proximité à les territoires et on voit des écarts qui sont parfois extrêmement grands, de 180 degrés entre des visions nationales et des visions territoriales. La concertation, la co-construction, que ce soit avec les collectivités locales ou avec les citoyens pour embarquer, expliquer, me semble tout à fait nécessaire. Donc voilà, nouveau paradigme, nouvelle façon de penser, 5 évolutions de mon point de vue, plus centrées sur comment mettre en œuvre. D'accord. Alors moi, j'ai une toute petite question. J'ai été très étonné parce qu'est ressorti un projet de gazoduc entre l'Espagne, la France, et je me suis dit, l'Espagne, la France vers l'Allemagne, ça va être un moyen d'aider les Allemands qui sont effectivement complètement prisonniers. Et il semble que le gouvernement français est contre ce projet qui, je le rappelle, existe déjà presque complètement en Espagne. Alors, c'est étonnant que les politiques qui, effectivement, et l'Europe qui dit on est là, on va prendre des décisions ensemble, cette décision qui paraît relativement logique, ne semble pas... C'est une question un peu... je m'excuse de cette question, Catherine. Non, pas d'excuses. Alors je vais pas forcément y répondre directement, parce que je ne suis pas en prise directe avec ce projet-là, mais il est évident que sur le gaz, le shift qui est à faire est bien sûr sur les réductions de consommation, il est bien sûr sur la diversification du portefeuille d'approvisionnement en gaz pour réduire la dépendance au gaz russe dans une logique de solidarité européenne. C'est-à-dire que même si en France, on est relativement moins dépendant que d'autres pays européens du gaz russe, on doit effectivement intégrer cette logique de solidarité avec d'autres pays qui ont plus de dépendance, comme Myriam le rappelait. Et il y a tout un panel de solutions dont ce projet-là qui est envisagé. Voilà, il y a d'autres panels de solutions qui sont sur la table, et la Commission européenne a tout de suite compris que, par exemple, la filière, le développement des gaz renouvelables, qui était tout à fait émergente et dont je viens vous parler régulièrement, avec plaisir, tous les ans, sous ces lumières, qui était relativement marginale il y a 5 ans,
qui a pris une belle dynamique là, depuis 4-5 ans. Et maintenant, aujourd'hui, très majoritairement soutenu par la Commission européenne, puisqu'en l'espace de, c'était au mois de mars, dans sa communication sur le Renew Power, a multiplié par 10 l'objectif de production au niveau européen. Voilà. Ok. Stéphane. Bonjour. Et pour vous, alors? Écoutez, je vais essayer de faire gagner du temps. Oui, parce que beaucoup de choses ont été dites, et donc je n'ai pas besoin de me répéter, je crois. Et il y a des gens bien plus compétents que moi, experts que moi dans cette salle, qui disent bien mieux les choses que moi. Alors moi, je vais très modestement essayer de vous exprimer le point de vue des entreprises, et des entreprises qui construisent ce qui doit être changé. Voilà, ce que je souhaiterais simplement, moi, c'est je pense que beaucoup de solutions techniques existent, il y a beaucoup d'éléments positifs. J'aimerais appeler, moi, un peu un éloge du pragmatisme et juste mettre en évidence quelques éléments qui me semblent être des freins importants aujourd'hui qu'on a tendance à sous-estimer. Le premier frein important que je vois, c'est le temps. Alors, on a beaucoup parlé du temps. Monsieur a effectivement évoqué le fait que ce n'était pas une transition, c'était une rupture. Moi, je pense que c'est un sevrage même, qu'il faut Une difficulté particulière, c'est qu'on oublie aujourd'hui de plus en plus que pour construire les infrastructures qui sont nécessaires pour assurer cette transition énergétique, on a besoin de plus en plus de temps, parce que les délais de permis sont très longs, parce que les permis d'opposition sont très longs, ce qui répond à une certaine préoccupation légitime. Mais enfin, aujourd'hui, pour construire une centrale nucléaire, il faut 10 ou 12 ans au mieux. Donc même si probablement le nucléaire on peut discuter longtemps de savoir si le nucléaire est une solution ou pas, en tout état de cause, ce n'est pas une solution pour demain. Ce temps, il n'est pas simplement lié à des problématiques de financement, de consultation, de permis sur lesquels il faut qu'on s'interroge. Il est aussi lié au fait que nos filières industrielles sont devenues très pauvres dans nos métiers. Et donc, on n'a plus les moyens pour construire ces infrastructures. On ne trouve plus de soudeurs, on ne trouve plus d'ouvriers. C'est une vraie difficulté importante. J'ai la chance d'avoir un pied dans mon métier au Canada, en Angleterre, en Allemagne, en Asie, en France. Je crois qu'on a beaucoup parlé de l'Allemagne et des erreurs que l'Allemagne a faites. Je pense qu'il faut essayer d'éviter ces anathèmes parce qu'on ne réussira qu'à l'échelle européenne, à mon sens. Et puis on pourrait longtemps gloser de l'erreur énergétique allemande et de notre erreur énergétique industrielle, puisque nous, on a tout délocalisé. Donc les Allemands, ils essaient de maintenir un outil industriel chez eux, avec les difficultés qu'on connaît. On a un vrai problème de main-d'œuvre et de capacité à faire. Et donc, moi, je suis très heureux qu'il y ait des écoles qui s'engagent résolument là-dedans, parce que sans des ingénieurs, sans des DUT, sans des BTS, sans des ouvriers demain, on pourra se dire beaucoup de choses dans cette salle, mais on n'arrivera pas à les construire. Je pense qu'il y a un énorme effort de formation et je crois aussi de pédagogie, parce que quand on parle d'acceptabilité sociale, qui me semble être un des derniers éléments extrêmement importants, là, je ne crois pas du tout à la sobriété subie. Moi, je pense que ce sera une sobriété consentie, sinon on n'y arrivera pas. Je pense qu'il faut qu'on fasse beaucoup de pédagogie. Donc, je suis très heureux et merci à Myriam de nous accueillir. On est un peu les petits derniers, je crois, je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire. On peut parler longtemps entre nous, je pense qu'on est tous convaincus. Et donc, je pense que l'initiative des 100 leaders pour le territoire qui vont aller à la rencontre de gens pour convaincre, je pense que c'est la meilleure des choses à faire, parce que ça va tâcher de faire de la pédagogie. Et puis ça va peut-être aussi, de manière extrêmement pratique, ramener des gens dans nos filières dont on a terriblement besoin pour construire ces infrastructures de demain. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci Stéphane. Nicolas, un petit mot. Je sais que tu vas nous parler de la personne qui a créé Green Cross et qui est morte aujourd'hui. C'est absolument. Et puis, c'est toujours à 2 minutes de la fin qu'on se rend compte à quel point l'échéance est criante et à quel point il faut justement trouver les bonnes solutions. Donc,
Green Cross, c'est une association qui a été créée par Mikhaïl Gorbatchev suite au sommet de Rio en 92, parce qu'il avait vu 146 chefs d'État qui déjà étaient mobilisés face à l'urgence climatique et écologique. Je crois d'ailleurs que Bettina était présente à Rio en 92, et il avait été très très sensibilisé, visionnaire, pragmatique, dans l'idée que si on n'agissait pas concrètement face à l'urgence écologique, et notamment sur des questions aussi essentielles que celles de l'eau et de l'alimentation, on allait avoir un sérieux problème de transition ou de transformation sereine, et que pour agir, bien sûr, l'action des représentants des États était essentielle, mais il fallait avoir aussi une organisation, et c'est la nôtre qui, avec ses petits moyens, progressivement tente de jouer ce rôle, qui sur le terrain vise à fédérer, à mettre en réseau les initiatives concrètes de ceux qui avancent pour être dans des plaidoyers qui soient des plaidoyers de l'action et qui ne soient pas des plaidoyers hors sol. Et là, j'avais tendance à dire ce qu'on a appris avec ce ou ces nouveaux paradigmes. D'ailleurs, je ne sais pas s'il faut mettre des S ou des X, mais en tout cas, le sujet nécessite de ne pas tergiverser et d'aller droit au but. C'est que sur les quelques années qu'on a vécues, tous les garde-corps sont progressivement en train de sauter. Et on est dans un état d'urgence climatique et écologique. Et quand on est dans un état d'urgence, ce n'est pas le moment de s'exciter en dehors du terrain de jeu, mais c'est le moment de savoir par quoi on commence et de déterminer très très clairement quelles sont nos priorités d'action et quelles sont nos priorités de vie. Sur les priorités de vie, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais avec le Covid, on a beaucoup appris. On a appris en particulier que ce qu'on en pensait immuable par le passé pouvait être remis en cause du jour au lendemain. Notre rapport à la vie, notre rapport également au travail, notre rapport aux ressources, bien sûr, mais aussi notre rapport au temps. Au passage, petite info, l'espérance de vie en bonne santé pour une génération de trentenaires ou de quarantenaires ou de cinquantenaires se prend 4 ans à 5 ans de moins dans un pays développé comme la France que l'espérance de vie en bonne santé d'un soixantenaire aujourd'hui. Ça doit nous inspirer quelque chose sur l'importance de reparler qualité de l'air, de reparler santé, de reparler biodiversité. Et paf, ces sujets arrivent aussi dans les thématiques de mix énergétique, qui n'est plus un mix énergétique productiviste comme on l'a vu sur effectivement ce qui a fait une grande partie du XXe siècle et qui a commencé aux années 2000, mais qui est un mix énergétique sur la question de la résilience. Et là, c'est le moment de prendre une photo et de se regarder. Qu'est-ce qui s'est passé entre notre 9e et notre 10e édition ? Tout ce que je viens de dire. Et dans le même temps, les pays riches ont doublé leurs aides aux énergies fossiles en 2021 et sont passés de 362 milliards à 697 milliards. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE. C'est vrai. Deuxième gros sujet, le Haut Conseil pour le climat, le 29 juin, qui nous redit, donc on est avec des gens dont la parole est très sereine et très policée. Il y a un risque majeur de ne pas atteindre les objectifs climatiques en France en 2030 et par ailleurs que l'inaction climatique jusqu'à maintenant observée au niveau national, même si effectivement on a vu des engagements, on a vu des initiatives, etc., n'est pas raccord en termes de moyens par rapport à cet objectif. Et il insiste sur le fait que les conséquences de ne pas atteindre cet objectif, on va le percevoir sur notre santé et sur notre mode de vie. Est-ce que le droit peut être un outil par rapport à ceci ? J'ai la faiblesse de penser que oui, parce qu'on a un arrêté du Conseil d'État du 19 juillet de cette année au sujet de la montagne d'or qui nous rappelle, donc en parlant de la Guyane, mais ça s'applique au moins sur tout le territoire français, que la charte de l'environnement a valeur constitutionnelle et que ça doit être examiné de manière prioritaire par rapport à tout le reste. Je ne suis pas juriste, je ne m'exprimerai pas plus sur ce sujet, si ce n'est pour dire que la Déclaration des droits et devoirs de l'humanité
l'humanité, et encore plus qu'il y a 5 ans où elle a été initiée, un outil très très opérationnel pour contribuer à cet état d'urgence climatique, énergétique et humain et arriver à aider à construire le monde d'après, et qu'on a vraiment besoin de changer de priorité, de changer d'outils et de changer de braquet. L'enjeu de ceci, c'est aussi que quand on était en 92, Severn Kodai Suzuki, la petite fille qui disait « nous sommes ce que nous sommes en train de faire », nous disait « on va alerter et on va obérer la capacité à vivre des générations futures ». Là, ce sur quoi on est en train de jouer maintenant, c'est la capacité à vivre de manière sereine et en bonne santé, non pas des générations émergentes et des jeunes actifs, y compris elles, mais aussi des générations d'actifs. Et par rapport à ceci, et je veux aussi partager un certain nombre d'enthousiasmes, on est dans le temps des solutions. Les solutions, elles sont sur la table. Petite page de pub, je n'écris pas pour passer le temps, mais comme beaucoup d'autres, je suis en train d'écrire d'ici en décembre un bouquin qui s'appelle « Plaidoyer pour un monde plus durable » et qui va aussi sortir avec une petite moitié sur le constat et une grosse moitié sur les solutions. Mais on sait ce qu'il faut faire. La perception de la situation, elle est très holistique, c'est-à-dire que les problèmes d'eau, d'énergie, d'alimentation, de mode de vie, c'est les mêmes et les solutions aussi. Et ça se passe sur les territoires. Parle-nous de l'IFU, parce que c'est... Voilà, ça... Mais l'IFU, c'est une illustration parmi d'autres. Le Congrès de Nouvelle-Calédonie, on avait marre de voir l'eau monter progressivement et des problèmes d'atteinte aux traits de côte s'opérer quotidiennement. J'ai commencé en retard, donc je terminerai un tout petit peu en retard sur des îles comme celle d'Ouvéa, île la plus proche du paradis, mais aussi île dans le grand empire français qui risque d'être submergée le plus rapidement possible par les effets du dérèglement climatique. Et il y a 3 ans, une politique a été mise en place pour viser le 100% énergie renouvelable hors solution de mobilité et de transport. Ça a été atteint en 2021 sur l'île de Lifou avec le contexte Covid que l'on connaît. Donc on sait qu'on peut le faire à l'échelle d'une île qui a une dizaine de milliers d'habitants par des solutions qui sont déconcentrées, diversifiées, décarbonées, démocratiques et qui ont été co-construites avec les habitants. Là aussi, le fait d'avoir le Congrès de Nouvelle-Calédonie qui reconnaisse par un vœu voté à l'unanimité l'urgence climatique et écologique a aidé considérablement à changer le braquet et à définir les bonnes priorités. Et c'est une illustration parmi d'autres que le temps des énergies renouvelables et diversifiées est déjà là. Robert Bell nous a fait une brillante présentation pour nous expliquer comment avancer et comment avoir des systèmes fiscaux et des systèmes de gouvernance qui dopent l'économie. Amory Lovins, autre grand penseur américain, nous disait « le temps de l'énergie renouvelable est déjà là, peut-être que vous l'avez raté ». Et des fois, quand on se regarde avec les yeux français, on se demande si on n'est pas passé à côté de quelque chose, en particulier au niveau national. Parce que le fait que le 26 août, on ait payé plus de 1 000 € le mégawattheure à consommer pendant l'hiver 2023, eh bien ça, on est un petit peu les seuls en Europe et c'est 2 fois ce que paye l'Allemagne ou ce que payent d'autres pays qui ont plus anticipé leurs efforts de résilience territoriale, notamment au niveau des Länder et au niveau des économies locales. Quand on se rend compte effectivement que comme le Club de Rome nous l'avait annoncé, on va avoir des problèmes d'eau sur tous nos fleuves et qu'entre les problèmes de maintenance, la perte de compétences sur le nucléaire et l'incapacité à opérer les centrales, on se retrouve avec 26 réacteurs arrêtés, évidemment, ça ne facilite pas les choses. Par contre, on a des parcs diversifiés sur le solaire, sur l'éolien onshore et offshore, et on se rend compte qu'au final, être capable de posséder et d'avoir la maîtrise technologique sur des petites solutions de production d'énergétique, ça a un certain nombre de bénéfices, et qu'on ne peut plus rester dans le mythe de la France du nucléaire, du Minitel et du Concorde, qui s'est déjà écroulé avec le film d'Amélie Poulain et qui est resté dans les mémoires, mais qui ne correspond à aucune réalité
réalités opérationnelles, comme les dysfonctionnements des EPR en Finlande nous le rappelait cruellement ce matin, mais que dans le monde d'après, il faut savoir prendre ses pertes, savoir que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et arriver à reconquérir, je ne fais aucune allusion à un groupe européen dont j'espère qu'il s'inspirera de ces propos, et à aller rechercher quels sont les points de résilience sur lesquels on peut construire quelque chose. Et là, je vais terminer par un cri d'alerte. Quand on est en train d'utiliser l'argent public qui est disponible pour faire des subventions à la consommation d'énergie fossile, d'une part, on ne respecte pas les textes internationaux, mais d'autre part, on est en train de dilapider un capital précieux, ou plutôt que de donner l'illusion d'un prix à la pompe pas cher parce qu'on a en fait capté sur le budget qui devait financer la transformation écologique de notre économie 20 ou 30 centimes par litre, on a tout intérêt à investir pour aller beaucoup plus rapidement dans la transformation de demain, des plans de relance comme ce que la Caisse des dépôts a eu l'occasion de faire, qui a donné lieu à un certain nombre de villes labellisées, vont dans cette direction-là. Il faut aller plus loin et ne pas oublier que quand on a l'impression de donner une subvention en fait en fonctionnement sur des énergies fossiles, on est en train de donner un coup de couteau dans le dos à tous ceux qui ont déjà fait le choix de la sobriété énergétique et de rentrer dans le monde d'après. Toute petite remarque pour nous interpeller sur le sujet, j'en terminerai là-dessus. Nicolas. Si on ne subventionne pas les carburants, on sera capable de reconquérir une production agricole en France qui fournira une nourriture de meilleure qualité, moins sensible à l'aléa climatique, moins carbonée. Et je termine sur ce mot-là, mais ça montre bien à quel point la vision et les solutions sont systémiques et existent. Et je vous donne rendez-vous pour le bouquin en décembre. Ah, mais oui, mais Robert Bell nous a rappelé les gilets jaunes, tout ça n'est pas évident. Là, tu ne pourras pas dire, Nicolas, que je t'ai bridé cette année. Bon. Je vous remercie tous. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à Bouygues. Merci pour leur confiance. Bouygues Énergie Service. Merci Stéphane, qu'on vient de voir. Et je sais qu'il y a des équipes